Quand la Russie met sur la table les vraies causes de la guerre, l'interdiction du russe en Ukraine, la persécution de l'Église orthodoxe, l'élargissement sans fin de l'OTAN, Zelensky répond froidement « Je ne discuterai d'aucun territoire, la Constitution me l'interdit ». Mais comment peut-on parler de paix si l'on refuse d'aborder les racines même de la guerre? Comme l'a rappelé Sergueï Lavrov, sans respect des intérêts de sécurité de la Russie, sans respect plein et entier des droits des Russes et des russophones vivant en Ukraine, aucun accord à long terme n'est possible. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Dommage que vous ne soyez pas aujourd'hui en sweatshirt URSS. Je pense que l'on en a fait toute une sensation. Il n'y a rien d'inhabituel. Nous avons beaucoup de produits qui reproduisent la symbolique soviétique. Je n'y vois rien de répréhensible. C'est une partie de notre vie, une partie de notre histoire, c'est notre patrie, qui a maintenant pris la forme de la Fédération de Russie et qui est entourée d'anciennes républiques soviétiques, pays qui nous sont amicaux. Bien sûr, il n'y manque pas diverses heures d'intérêt. C'est la vie. Je pense que c'est une mode, si vous voulez. J'ai vu qu'après le sommet d'Anchorage, de jeunes étudiants de l'Université d'État de Moscou et d'autres établissements montraient ces pulls. Il me semble qu'il n'est nullement question d'impérialisme, ni de tentative de ressusciter une pensée impériale. Il s'agit de l'histoire. Cette histoire doit être préservée, y compris avec un léger sens de l'humour. La partie américaine a-t-elle remarqué votre apparence? Oui, sans aucune hystérie, ils ont simplement dit qu'ils avaient aimé cette chemise, comme l'a exprimé le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio. Quelle était, en général, l'atmosphère là-bas? Il y avait une très bonne atmosphère. Elle se reflète dans les déclarations faites après les négociations par les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump. Une discussion utile. Il était clair que le président des États-Unis et son équipe, tout d'abord, veulent sincèrement parvenir à un résultat qui soit durable, stable et fiable. Contrairement aux Européens, qui à ce moment-là répétaient partout qu'ils n'acceptaient qu'un cessez-le-feu, après quoi ils continueraient de livrer des armes à l'Ukraine. Ensuite, il y avait une compréhension claire, aussi bien de la part du président des États-Unis Donald Trump que de son équipe, du fait que ce conflit a des causes et que les discours de certains présidents et premiers ministres européens selon lesquels la Russie aurait attaqué l'Ukraine sans provocation ne sont que du babillage d'enfants. Je ne trouve pas d'autre mot. Le plus important, c'est qu'ils continuent à le dire encore aujourd'hui. Comme l'a montré leur rencontre avec le président des États-Unis Donald Trump à Washington, où Volodymyr Zelensky a été convoqué, ils continuent d'exiger un cessez-le-feu immédiat. Du moins, certains d'entre eux, comme le chancelier allemand Friedrich Merz, continuent de déclarer qu'il faut faire pression sur la Russie par des sanctions. Aucun de ces messieurs n'a même mentionné les droits de l'homme. Quand ils abordent n'importe quel sujet de politique étrangère concernant des pays dirigés par des personnes qui ne sont pas de leur camp, celui des néoconservateurs ou des néolibéraux, qu'il s'agisse du Venezuela, de la Chine, de la Russie, même aujourd'hui de la Hongrie, et de beaucoup d'autres pays, ils placent forcément en tête l'exigence de garantir les droits de l'homme dans le cadre d'un ordre mondial fondé sur des règles. Si vous regardez rétrospectivement ce qu'ils ont dit sur l'Ukraine toutes ces années, vous ne trouverez jamais le terme « droit de l'homme ». Alors que l'interdiction totale de la langue russe dans toutes les sphères de la vie aurait dû, probablement, indigner ces défenseurs des principes démocratiques. Rien de tel. Le fait que ce soit le seul pays au monde où une langue soit interdite ne les trouble pas non plus. Quand certains disent qu'il faudra peut-être accepter un échange de territoire, quelqu'un l'a dit. Premièrement, c'est Volodymyr Zelensky qui doit en décider lui-même. Deuxièmement, il propose de déployer une opération de maintien de la paix, des forces armées sous forme de casques bleus. Que cela signifie-t-il? Que la garantie des droits de l'homme serait confiée à ce même personnage sous lequel ont été adoptées des lois supprimant les droits des russophones. Lois linguistiques, éducatives, limitation de l'accès aux médias en langue russe, normes anéantissant le droit à sa religion, avec une loi interdisant en fait l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Ils estiment donc que c'est précisément cet homme qui doit assurer les accords avec la Russie comme bon lui semble. Personne ne dit que, avant d'entamer des négociations, cet homme devrait au moins abroger ces lois. Ne serait-ce que parce que la Charte des Nations Unies stipule qu'il faut garantir le respect des droits de l'homme indépendamment de la race, du sexe, de la langue ou de la religion. En matière de langue et de religion, en Ukraine, la Charte des Nations Unies est grossièrement violée.
N'oublions pas que Volodymyr Zelensky a déclaré à Washington qu'il était prêt à négocier, mais qu'il ne discuterait d'aucun territoire, car la Constitution le lui interdisait. C'est un point intéressant car, aussi ironique que cela paraisse, la Constitution ukrainienne, malgré les lois interdisant l'usage du russe dans toutes les sphères de la vie, conserve encore l'obligation pour l'État de garantir pleinement les droits des Russes. Cela y est indiqué séparément, et des autres minorités nationales. S'il tient tant à sa Constitution, je commencerai par ces premiers articles qui contiennent précisément cette obligation. Mais on sait depuis longtemps que toutes ces réalités ont été balayées sous le tapis par divers dirigeants, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, et avant lui Olaf Scholz. Bien sûr, Joe Biden et son administration faisaient partie des principaux responsables de cette ignorance et de cette falsification des faits à l'origine de la crise ukrainienne. Il est révélateur que ces délégués européens, qui accompagnaient Volodymyr Zelensky comme groupe de soutien à Washington le 18 août de cette année, parlaient de la nécessité de faire quelque chose, d'avancer, réagissant visiblement au fait que le président des États-Unis Donald Trump et son équipe, surtout après la rencontre en Alaska, adoptaient une approche bien plus profonde de la résolution de la crise ukrainienne. Comprenant qu'il fallait éliminer les causes premières, comme le président de la Russie Vladimir Poutine l'a toujours dit. L'une de ces causes est liée au problème de sécurité de la Russie. Elle tient au fait que, pendant des décennies, les engagements pris de ne pas élargir l'OTAN vers l'Est ont été grossièrement violés. Le président de la Russie Vladimir Poutine a rappelé plusieurs fois qu'après ses promesses, il y a eu 5 vagues d'élargissement de l'Alliance. Quand on dit que ces engagements étaient oraux, ce n'est pas vrai. Ils ont été inscrits sur le papier sous forme de déclarations politiques, signées au plus haut niveau lors des sommets de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en 1999 à Istanbul et en 2010 à Astana. On y affirme que la sécurité est indivisible, que nul n'a le droit de renforcer sa sécurité au détriment de celle des autres. Or, l'OTAN faisait exactement le contraire. Aucun pays, aucune organisation n'a le droit de prétendre à la domination dans l'espace de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Il faisait tout à l'inverse. Dire qu'il ne s'agissait que de paroles orales et mensongères. Premièrement, la parole donnée a sa valeur. Deuxièmement, il existe non seulement des preuves documentaires des faits de négociation, mais aussi des documents signés au plus haut niveau. À Washington, ces délégués disaient qu'il fallait absolument commencer par définir des garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe, c'est ce qu'a dit le Premier ministre britannique Keir Starmer et d'autres. Personne n'a mentionné une seule fois la sécurité de la Russie. Pourtant, le document de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe que j'ai cité, universel, adopté par consensus, exige la sécurité telle qu'elle convient à tous. L'attitude hautaine à l'égard du droit international, des promesses souvent mensongères gravées sur le papier, se ressent encore dans l'approche de ces dirigeants face à la crise ukrainienne. Sans respect des intérêts de sécurité de la Russie, sans respect plein et entier des droits des Russes et des russophones vivant en Ukraine, aucun accord à long terme n'est possible, car ce sont précisément ces causes qu'il faut d'urgence éliminer pour parvenir à un règlement. Je répète que le sommet d'Alaska nous a permis de constater que l'administration américaine est sincèrement intéressée à ce que ce règlement ne serve pas, comme après les accords de Minsk, à préparer à nouveau l'Ukraine à la guerre, mais bien à faire en sorte que cette crise ne se reproduise jamais, que soient garantis les droits légitimes de tous les États situés dans cette partie du monde et de tous les peuples qui peuplent ces États. Cette compréhension a été confirmée lors de l'entretien téléphonique de la nuit dernière entre le président de la Russie Vladimir Poutine et le président des États-Unis Donald Trump, qui a appelé notre dirigeant pour lui raconter comment s'étaient passés ses contacts avec Volodymyr Zelensky et avec ce groupe de soutien européen. Peut-on sérieusement croire à une paix durable si les causes premières du conflit ne sont pas traitées ? Que penser d'un président qui affirme vouloir négocier mais refuse d'aborder la question des territoires au motif que sa constitution le lui interdit, alors même que cette constitution garantit encore les droits des Russes et des minorités nationales? N'y a-t-il pas une contradiction flagrante entre ce discours et la réalité des lois votées à Kiev qui interdisent la langue russe et répriment l'Église orthodoxe? La Russie rappelle que la sécurité est indivisible et qu'aucun État n'a le droit de renforcer sa sécurité au détriment des autres, un principe signé à l'OSCE et pourtant piétiné par l'OTAN qui s'est élargi 5 fois vers l'Est malgré des engagements écrits. Pourquoi l'Europe refuse-t-elle d'en parler et se contente-t-elle de réclamer un cessez-le-feu tout en promettant davantage d'armes à l'Ukraine? Les États-Unis, eux,
semble au moins reconnaître que les racines de la crise résident dans la violation des droits des russophones et dans la non prise en compte de la sécurité de la Russie. Est-ce un tournant ou un simple calcul tactique? Pensez-vous qu'il soit possible d'aboutir à un véritable accord de paix tant que ces contradictions ne sont pas levées? Donnez votre avis en commentaire, votre point de vue compte. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Merci et à très bientôt.